enregistrement maintenant et donc qui sera possiblement diffusé et rendu public à la suite. Donc, sur les questions, je vous propose qu'on déroule la présentation en entier et que soit vous postiez vos questions dans le chat, soit que vous les posiez directement lorsqu'on vous y invitera au terme de la présentation. Donc, pendant cette présentation, on va revenir globalement sur le contexte à la fois français et européen du lancement de l'AAP, son cadrage avec les objectifs de politique publique généraux, mais aussi le cadrage techno qui a été retenu. On reviendra bien sûr sur tout ce qui est conditions de financement, dépenses éligibles, le processus de dépôt et le dossier qui sera attendu des porteurs, le processus de sélection et le calendrier qui sera associé à cette sélection. Et ensuite, on prendra aussi le temps de revenir sur l'instrument PIEC et ce que ça implique, et de faire un focus sur le plan d'affaires qui sera demandé aux partenaires, aux participants directs du PIEC, et qui effectivement est aussi un outil auquel il faut s'acculturer. Donc on fera un petit point de focus sur cet objet. Donc si je reviens sur le lancement du PIEC AST, donc Advanced Semiconductor Technologies à niveau européen, les discussions en réalité, elles ont commencé en 2024 et elles ont permis justement d'aboutir collectivement à cette troisième proposition de PIEC sur le secteur de la microélectronique. Donc en ce sens, on fait quand même figure d'exception à l'échelle des filières accompagnées par l'outil PIEC à niveau européen. Donc ce PIEC, il se tiendra sur la période 2027-2032, sachant qu'effectivement, il y a le PIEC actuel, microélectronique et connectivité, qui court de manière en scénario nominal jusqu'à fin 26. Donc, dans ce groupe de travail... Oui. Désolé de te couper, mais je pense que non, les slides ne défilent pas. Je pense que tu es sur la slide 4, c'est ça? Oui, ça défile pas. Ok, merci. Sinon, je vais essayer de le faire comme ça. Ouais, comme ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Désolé. Pas de problème. Mais, non, n'hésite pas si tu vois des choses qui fonctionnent pas. On est aujourd'hui 17 États membres qui participent au PIEC AST et qui ont participé à sa construction, notamment avec 3 pays à la coordination. L'Allemagne qui a pris le lead des travaux aujourd'hui, notamment sur les aspects européens, les Pays-Bas et la France. Ce que ça nous a permis de faire, c'est en premier lieu vraiment définir le cadre technologique et de formellement lancer le PIEC à ce jour en ce qui concerne la prénotification, donc qui est le processus européen sur lequel on va revenir après, et qui permet en fait de demander à la Commission européenne d'autoriser le programme et les aides nationales qui sont octroyées dans ce cadre. Donc, pour ce faire, il y a 3 dates de prénotification qui sont prévues à niveau européen. Une qui était le 30 juin et qui a permis à l'Allemagne de prénotifier en avance de phase par rapport à la majorité des États. Et 2 autres dates de prénotification, celle du 15 septembre et celle du 30 octobre. Nous, on se raccrochera côté français, vu le timing de lancement du dispositif national, à la date de prénotification du 30 octobre. À niveau européen, ce qui a aussi déjà été mis en place à ce jour, c'est une plateforme de matchmaking en ligne. Donc, c'est un site web qui est ouvert uniquement aux entreprises et RTO qui ont été présélectionnés par leurs États participants. Et donc, ce que va nous permettre de faire le lancement de cette AAP et du processus de sélection, c'est de donner l'accès à une cohorte de partenaires potentiels français à cette plateforme de matchmaking. L'objectif de cette plateforme, c'est de faciliter et de créer des collaborations avec des entreprises ou RTO qui sont aidées dans d'autres États. Ça, on y reviendra aussi, mais il y a des obligations de collaboration transfrontalière qui font partie du PIEC. Et ça, c'est l'outil en fait qui permet de
faire plus de collaboration en ayant accès à qui est présélectionné dans les autres États et à les formaliser avec des LOI. Ce qui est un autre point et livrable important du process européen, c'est le chapeau texte qui est en cours de rédaction et qui permet en fait de notifier et de pré-notifier. Et ça, c'est un texte en fait qui permet de mettre à plat les grands enjeux du PIEC et de justifier l'autorisation qu'on demande à la Commission pour mobiliser ces volumes très significatifs d'aide publique. À niveau français, en miroir, et au terme d'une mobilisation des autorités françaises quand même depuis 24, le président de la République a annoncé la participation formelle de la France au PIEC le 22 mai dernier lors du Forum européen des technologies du quantique et des semi-conducteurs. À cette occasion, il a également précisé le montant de l'enveloppe qui serait mobilisée, donc de 550 millions d'euros. Ça, c'est une enveloppe qui couvre tous les partenaires du PIEC, directs, associés et indirects. Donc ça, on y reviendra aussi sur les statuts de participation. Et donc, je pense que ce qui est aussi important de souligner, c'est que le PIEC a estimé notre participation. Elle s'inscrit d'une part dans la continuité de la stratégie d'accélération électronique France 2030 que le gouvernement a mis en place depuis 2022. Et surtout dans le cadre d'une nouvelle stratégie électronique 2035 qui a aussi été annoncée, qui est en cours de construction avec l'écosystème et qui devrait être présentée à la rentrée scolaire, donc en septembre prochain. Donc ça, c'est une première brique, cet outil, mais effectivement, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale de l'État sur sa stratégie. Donc là, je vais en venir aux objectifs et au cadre technologique du PIEC. Donc, cet AAP qu'on lance aujourd'hui, il a pour objectif principal de sélectionner les projets des participants directs et des partenaires associés. Donc ça, c'est 2 types de statuts de participation qui sont mobilisables par les porteurs de projets. L'objectif, c'est bien de soutenir des projets qui sont structurants pour la filière et donc avec une ambition assez significative et qui s'inscrivent dans l'un ou les 2 axes prioritaires qui ont été fixés par l'État. Alors d'une part, un axe compte tenu des évolutions du marché qui vise à positionner notre écosystème sur la chaîne de valeur de l'IA et des centres de données. Là, on n'entend bien entendu pas du tout uniquement les composants typiquement pour le calcul, mais bien une acception assez large de notre positionnement sur cette chaîne de valeur qui passe par différents types de composants et de développement technologique. Et un autre axe qui vise à se concentrer sur le renforcement de la résilience des infrastructures et des industries aval les plus stratégiques par le développement et l'industrialisation en France de composants qui sont à haute valeur ajoutée et qui sont nécessaires pour garantir notre souveraineté. Ça, c'est le cadrage prioritaire qu'on a retenu à niveau national, mais bien sûr, et ça c'est un prérequis, que les porteurs de projets et les développements qui proposeront dans le cadre de leur candidature devront s'inscrire dans les champs technologiques retenus à niveau européen, sur lequel je vais revenir juste après. Bien sûr, donc l'outil PIEC, c'est aussi un outil qui permet d'aller soutenir des déploiements industriels en particulier. Donc ça, ce qu'on va regarder aussi avec attention, c'est le fait que les projets, ils permettent des retombées économiques et industrielles importantes pour le territoire national et qu'ils créent un effet d'entraînement pour l'écosystème national, notamment à travers des collaborations. À niveau européen, ce qui a été défini, donc c'est un champ techno qui est donc un prérequis. Comme je le disais, il y a 4 tendances de marché structurantes qui ont été identifiées, donc l'IA, la sécurité, l'automatisation et la durabilité. Et ça a été pour y répondre à ces grands enjeux. Il y a 3 workstreams qui ont été définis et ces workstreams, en fait, ils donnent des axes technologiques répartis en work package qui, en fait, définissent le champ techno et les types de technologies que l'on va venir adresser. Le premier workstream, il s'appelle croître en bon français.
et qui se concentre donc sur les technologies sur lesquelles en Europe on a déjà des actifs assez importants et qu'il convient de renforcer et de continuer à soutenir pour leur composante innovation, donc avec une vraie plus-value en termes d'innovation. Là, on parle à la fois de capteurs, d'électronique de puissance et de communication sécurisée. Il y a un deuxième axe qui s'appelle diversifier, où là, on va aller adresser des développements de rupture qui sont identifiés comme des nouvelles tendances de marché sont apparues dans les dernières années avec, en tout cas, ce niveau d'importance. Donc là, on retrouve tout ce qui est puces et accélérateurs pour l'IA, tout ce qui est chiplet, intégration hétérogène et packaging avancé, et les dispositifs photoniques intégrés. Et enfin, un dernier workstream plus transverse qui vise à soutenir les technologies dites habilitantes. Et là, on retrouve tout ce qui est équipement de fabrication, métrologie test, substrat pur d'ingénierie, substrat épitaxié, matériaux et entrants, et PCB. Et un dernier axe qui est sur les capacités de design avancées avec tout ce qu'on inclut dedans. C'est vraiment un extrait assez haut niveau des axes. Vous retrouverez dans l'annexe 3 du cahier des charges une description un peu plus détaillée avec des exemples. Donc, ce qui est attendu des porteurs de projets, c'est à la fois donc d'être soit un participant direct, et là, ça ne concerne que les entreprises en termes de typologie de porteurs, soit un partenaire associé. Là, c'est tout type d'entité. Les projets qui sont portés par un participant direct, ils doivent suivre le processus de pré-notification et de notification à niveau européen auprès de la Commission européenne, et ça en étant soutenu par les services de l'État compétents. Donc ça veut dire contribuer donc à la rédaction de ce qu'on appelle le chapeau texte, qui est le document qui permet de justifier l'intervention des autorités et qui constitue quand même une charge administrative assez significative. En ce qui concerne les partenaires indirects, c'est bien prévu qu'il y ait une sélection pour cette typologie de partenaires, mais qui sera décalée avec un dispositif ultérieur, donc plutôt en fin d'année 26, car leur sélection est liée aussi à la sélection des partenaires directs et associés qui seront sélectionnés en premier lieu. Je pense qu'il y a un point important qu'on voulait vous mettre en visibilité, c'est effectivement que aujourd'hui, il y a vraiment deux types de statuts de participation qui permettent d'avoir à la fois un projet en propre et surtout d'avoir une approche plus proportionnée en termes de charges administratives par rapport au type de participation. Donc, pour vous guider entre les deux statuts de participation, on a formalisé dans le cahier des charges des assiettes de dépenses éligibles qui sont indicatives, donc je dis bien indicatives, mais qui vous permettent en fait de choisir le statut qui correspond le mieux à votre projet et notamment à son ambition et son volume. Donc, concrètement, à niveau européen, ce qui est obligatoire à ce jour, c'est que les projets qui dépassent 50 millions d'euros d'aide, donc d'aide et pas de dépenses, sont obligés de pré-notifier, de notifier, donc d'être participants directs, donc avec des obligations administratives assez lourdes, comme je le disais. Et donc, ce qu'on propose de faire, c'est que, en fonction du montant des dépenses éligibles, de vous inscrire entre 40 et 150 millions d'euros de dépenses en tant que partenaire associé et au-dessus de ce montant en tant que participant direct. Ce que ça veut dire aussi, c'est des dossiers de candidature donc différents. Un autre focus que je voulais prendre le temps de faire, c'est sur les collaborations. Forcément, avec un programme intégré européen comme le PIEC, sur lequel aussi on reviendra un peu plus dans le détail, il y a des obligations liées à la participation et notamment en termes de collaboration. Donc, à la fois, on va attendre des collaborations nationales, notamment avec des partenaires indirects pour aller chercher justement cet effet d'entraînement, et également des collaborations effectives transfrontalières, donc avec des partenaires soutenus par d'autres États participants au PIEC.
Donc, à la fois pour les participants directs, ce qu'on va aller chercher, c'est plusieurs collaborations transfrontalières effectives, à la fois avec des partenaires directs et des partenaires associés. Pour les partenaires associés, ce qu'on va aller chercher à mettre en place, c'est au moins une collaboration transfrontalière effective avec un participant direct ou un partenaire associé. Et si vous êtes soit une grande entreprise, soit un organisme de recherche, au moins une collaboration transfrontalière effective additionnelle avec un participant direct. Donc, tout ça, bien sûr, c'est détaillé dans l'annexe 2 du cahier des charges. Et c'est également précisé dans la FAQ qui est postée sur le site de BPI France. Là aussi, un point, je pense, important, c'est qu'il y a une définition fixe de ce qu'est une collaboration effective transfrontalière. Là, on parle d'une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et qui vise à échanger des connaissances ou des technologies ou atteindre un objectif commun. Donc, typiquement, ce qui ne va pas rentrer dans cette définition, c'est deux filiales d'un même groupe basé dans des États participants au PIEC qui veulent collaborer ensemble. Ça rentre typiquement pas dans la définition de ce qu'on va aller chercher avec une collaboration effective transfrontalière. Donc là, je laisse la main à mes collègues côté SDAEI sur les conditions de financement et les dépenses éligibles. Merci beaucoup, Loane. Alors, je vais démarrer donc, sur conditions et nature du financement. Donc, comme le disait Loane tout à l'heure, on a donc deux statuts possibles dans le cadre du PIEC, soit celui du participant direct, soit du partenaire associé. Et donc, les conditions et la nature du financement vont varier selon le statut du participant. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que qu'on soit participant direct ou partenaire associé, le soutien public est qualifiable d'aide d'État au sens de la réglementation européenne. Et de ce fait, voilà, l'aide devra nécessairement être sécurisée au regard de la réglementation des aides d'État. Pour les projets donc, qui sont participants directs, Loane le disait, donc les projets sont pré-notifiés et notifiés à la Commission européenne et ils sont évalués directement donc, par les services de la DG Comp et autres services compétents au regard des critères de la communication PIEC, donc, qui constitue en fait les lignes directrices de la Commission en la matière et codifie sa pratique décisionnelle en matière de PIEC. Les projets des partenaires associés, quant à eux, donc, seront évalués directement par les autorités nationales sur le fondement de régimes existants, par exemple des régimes cadres exemptés à la RDI, et évidemment sous réserve de s'assurer de l'éligibilité du projet soumis à cette base légale. Donc, en tout état de cause, que l'on soit participant direct ou partenaire associé, l'aide devra soit être autorisée par la Commission européenne au terme d'un processus de pré-notification-notification, soit être conforme à un régime d'aide en vigueur approuvé par la Commission ou adossé au règlement général d'exemption applicable. Loane, pardon, si tu pouvais juste couper ton micro parce que je crois qu'il y a un petit écho. Oui. Merci. Et j'avais juste oublié un dernier point donc sur la dernière slide qui est sur le choix de l'instrument qui pourra prendre soit la forme donc d'avance récupérable et ou de subvention. Et donc cet arbitrage-là sera fait au cas par cas en fonction des projets. Merci beaucoup. On peut passer à la slide suivante. S'agissant ensuite donc des dépenses éligibles par typologie de projet, donc là aussi la liste des dépenses éligibles va dépendre de la base légale qui est mobilisée, par conséquent va aussi être différente selon que l'entreprise est participant direct ou partenaire associé. Pour les participants directs, donc la définition des aides se fait au niveau de chaque entreprise et va porter donc sur sa contribution au projet intégré. Et les aides peuvent couvrir jusqu'aux besoins de financement de l'entreprise dans la limite des coûts éligibles. Donc on a ce double plafond donc du déficit de financement et des coûts éligibles. En ce qui concerne les coûts éligibles, donc ce sont ceux qui sont présentés donc, dans l'annexe de la communication PIEC. Et donc pour la suite des coûts éligibles, je vais laisser la parole à mon collègue Thomas. Oui, bonjour. Donc Thomas Serron, je travaille à la Direction générale des entreprises et donc moi avec mes collègues, on travaille tous sur la partie financière, donc tout ce qui est FGQ lors des PIEC.
et notamment lors des processus de notification. Donc, les différents coûts éligibles, comme présenté par Alix, sont présentés en annexe de la communication PIEC. Et donc, il y a 2 phases qu'on va regarder pour les coûts en termes d'éligibilité, c'est-à-dire la phase R&D et la phase FID. Dans ces coûts, ce qu'on retrouve, c'est les études de faisabilité, les dépenses de CAPEX, donc tout ce qui est bâtiment, mais ce qu'on va regarder, en fait, ce qui est éligible, c'est la partie amortissement. Et ce qui est important aussi de quantifier et de bien vérifier, c'est que c'est pour les besoins du projet. C'est la partie qui est nécessaire. Si une partie n'est pas utilisée pour le projet, il faudra un peu répartir ces dépenses de CAPEX selon l'utilisation pour le projet. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est coût des matières premières, des fournitures pour le projet, il va y avoir les coûts de personnel, par exemple le nombre de chercheurs, combien ça va coûter en termes de recherche et développement. Ça peut être aussi les coûts de brevets, qu'on va utiliser brevets, et les différents frais généraux liés au projet. Et après, sur le FID, là aussi, on va regarder tout ce qui est amortissement aussi des CAPEX. Ça va être plutôt là, on va être sur tout ce qui est prototype, donc ça va être aussi les dépenses de matériel, de matières premières. Donc généralement c'est ces deux types de coûts qui vont être demandés. Et donc on peut passer à la slide suivante, Alix. Hop, je pense que tu peux. Hop. Non, je peux le présenter du coup. Hop. Donc pour les partenaires associés, la liste des coûts est présentée à l'article 25 du règlement UE du RGEC. Donc là, pareil, on va trouver en fait des similitudes, mais avec ce que je vous ai dit précédemment, donc avec les frais de personnel, les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet, le coût des bâtiments, le coût de la recherche contractuelle, des connaissances, des brevets. On va trouver aussi tout ce qui est frais généraux, les coûts de matériaux, de fourniture. Donc même pour les partenaires associés, il y a quand même des similitudes avec ceux des partenaires directs. Merci. Alix ou Loane, c'est à vous. Oui, je vais reprendre la main. Merci. Donc, effectivement, je vais poursuivre avec le processus de dépôt et de sélection et le calendrier associé. Donc, l'appel à projet, il a été ouvert la semaine dernière et il est ouvert jusqu'au 1er septembre midi pour la relève. Toutes les informations relatives au dépôt et au cahier des charges, etc., sont disponibles sur le lien sur la slide sur le site de BPI France, et les dossiers seront déposés sur la plateforme Pixel, de laquelle je pense certains d'entre vous sont déjà familiers. Pendant le processus de dépôt, donc il y a 2 adresses email ressources que je voulais vous pointer, donc à la fois sur le processus de dépôt, le dossier, les démarches en ligne, etc. Celle de BPI France à l'adresse qui est spécifiée aussi en ligne et sur la slide. Et pour toutes les questions qui sont plus liées au processus européen, matchmaking, pré-notification et notification, on a une adresse générique dédiée côté des jeux que vous pouvez aussi solliciter. En complément de ça, une FAQ a été publiée sur le site au même endroit où vous pourrez retrouver le cahier des charges de BPI France, et sera alimentée au fil de l'eau avec les questions que l'on pourrait recevoir et qui pourraient intéresser plusieurs porteurs de projets. Je voulais également rapidement revenir sur les critères d'éligibilité et de sélection. Alors, ils sont tous détaillés de manière extensive dans le cahier des charges, donc je vais pas les lire en entier, mais donc il y aura à la fois une première phase vraiment de contrôle d'éligibilité, où là, ce qu'on va venir checker, c'est bien sûr que les dossiers sont complets, que on a bien respecté le fait que les participants directs sont par exemple des entreprises et non un autre type d'acteurs. Et ça, donc, il y a des documents administratifs spécifiques qui sont attendus pour faire ce check. Et ensuite, en termes de critères de sélection, je vais pas revenir sur tous, mais je voulais en pointer quelques-uns. Donc, comme je le disais déjà, ce qui va être particulièrement regardé, aussi compte tenu de l'enveloppe budgétaire qu'on a à disposition, il y aura un fort taux de sélectivité.
Donc, on va aller regarder en premier lieu vraiment les projets qui ont des retombées économiques significatives pour le territoire national. Et on vous invite aussi à vraiment faire le travail de démonstration dans vos candidatures de ces retombées, bien sûr qui répondent aux axes stratégiques que je mentionnais en objectif et en cadrage de l'appel. On va aller aussi étudier le niveau d'innovation qui est apporté par le projet. Ça, c'est, je pense, une composante majeure pour justement démontrer aussi le caractère incitatif de l'aide. Le principe d'une intervention de l'État aussi dans ces montants d'aide, c'est que le projet n'aurait pas pu se faire, ou en tout cas pas du tout dans les mêmes conditions, sans l'intervention de l'État. Donc ça, c'est un point important, je pense, à avoir en tête lors de la rédaction de vos projets et de votre candidature. On va aussi aller regarder en particulier les projets qui ont une forte dimension FID, étant donné que l'outil PIEC sur le continuum d'outils à disposition de l'État pour soutenir des filières est l'un des seuls qui permet d'aller financer des coûts de premier déploiement industriel. Donc, c'est quelque chose d'assez important, en particulier compte tenu aussi des priorités stratégiques que je vous citais, avec un enjeu de résilience des secteurs aval qui sont stratégiques pour le territoire national. Et je pense 2 derniers points à avoir en tête. On va aussi être très vigilant à la dimension environnementale qu'embarquent les projets, avec une valorisation de ceux qui contribuent fortement à la réduction de l'empreinte de la filière, ou par des développements globalement innovants qui permettent, par exemple, une meilleure gestion énergétique, etc. Les projets doivent enfin également avoir un aspect partenarial fort. Donc là, même si bien sûr tout n'est pas figé au moment du dépôt de votre candidature, étant donné que c'est uniquement après le dépôt que vous aurez accès au matchmaking européen, on vous invite très fortement à déjà flécher de potentielles collaborations avec des partenaires européens et avec des partenaires indirects, même s'ils seront sélectionnés potentiellement plus tard que votre processus de sélection. Donc voilà, je pense que le reste, je vous inviterai à regarder en détail les critères de sélection. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres, mais je voulais juste faire un petit focus sur certains d'entre eux. Concernant le dossier de dépôt, donc il y a une trame commune à tous les porteurs, qu'ils soient associés ou directs, et des éléments qui sont propres à chaque statut de participation. Donc, dans le commun, vous allez retrouver de manière assez classique une fiche projet au format Word et une présentation synthétique du projet en format PPT, qui sera aussi une base pour les auditions. Il y aura bien sûr la grille d'impact environnementaux, socio-économiques qui fait partie du cadre France 2030, et d'autres documents administratifs qui sont listés et détaillés sur le site de la BPI. Lorsque vous êtes participant direct, ce qu'on attend de vous, c'est donc de remplir directement les templates qui seront en fait utilisés pour la pré-notification. Ça, c'est un point important, puisque ça permet d'aller beaucoup plus vite ensuite dans la préparation des dossiers de pré-notification, et d'avoir des échanges aussi avec les services de l'État qui sont compétents pour porter votre dossier de pré-notification au niveau d'exigence de la DGComp, donc la direction en charge des sujets de compétition à la Commission européenne, qui va vraiment être porteuse de l'instruction côté commission. Et donc ça se matérialise par 2 documents qui sont à la fois le Funding Gap questionnaire sur lequel on va revenir un peu plus en détail, et ce qu'on appelle un Project Portfolio. Toutefois, pour que ce ne soit pas complètement bloquant, on a prévu une possibilité dérogatoire de remplir des fichiers simplifiés, en particulier pour les plus petites entreprises ou des startups qui seraient moins outillés pour remplir ces documents dans les délais. Dans tous les cas, ce qu'on demandera aux porteurs, c'est quasiment, dès le dépôt, de commencer à travailler sur les documents finaux,
parce qu'on ne pourra pas attendre, vu le timing européen, d'une prénotification le 30 octobre pour l'instant. On ne pourra pas attendre cette date et la fin du processus de présélection pour commencer à travailler sur les documents qui seront prénotifiés. Et côté partenaires associés, ce qu'on attend de vous, c'est un application template qui est fléché explicitement pour les partenaires associés, ce qu'on appelle AP en version abrégée, et que vous trouverez de la même façon en ligne. Sur le processus de sélection, ce qui est prévu, donc, c'est d'abord donc la relève de la AP, suivi d'un premier check d'éligibilité des dossiers, et ensuite une sélection de projets qui seront retenus par le comité interministériel compétent pour aller en audition. Au terme des auditions, et c'est vraiment ça aussi qui constituera l'une des briques principales de l'instruction par les services de l'État, il y aura une présentation d'une présélection au comité interministériel qui validera cette présélection. En parallèle, pour les partenaires directs, ça veut dire que dès la relève, en réalité, on commence à travailler sur le dossier de prénotification. Et une fois la présélection réalisée, ça permettra de donner en gros le go pour aller en prénotification et poursuivre le processus européen. Au terme de la décision par la Commission d'autorisation des aides, on entre en instruction par BPI France des dossiers qui auront été autorisés à niveau européen et présélectionnés donc précédemment par le comité interministériel. Et ce qui nous permet donc d'avoir à la fois une instruction liée des dossiers des participants directs et des partenaires associés, qui pourront donc aussi avoir des collaborations les uns avec les autres, et d'aboutir à une sélection finale et tout le process de contractualisation par la suite. Donc, bien sûr, encore une fois, les entreprises qui devront prénotifier seront accompagnées par les services de la DGE qui sont le point de référence national en ce qui concerne tout ce processus européen. En termes de calendrier, ce que ça veut dire, c'est la relève et le 1er septembre, et ensuite un timing assez serré avec, pour tous les projets, de septembre à octobre, des auditions et le processus de présélection que je vous présentais. Et pour les projets des participants directs, dans le même timing, en simultané, donc, la préparation des dossiers de prénotification. Au plus tôt, donc, on vise la prénotification du 30 octobre. Ça, c'est le calendrier européen en l'état. Et ce que ça veut dire ensuite, c'est une notification, une décision de la Commission européenne tout début 27, on espère. Enfin, là encore, c'est sous réserve du timing européen qu'on ne maîtrise pas côté national. Et l'instruction et la contractualisation des projets retenus au S1 27. Donc là, je vais laisser la main à mes collègues côté aide d'État pour la suite sur l'instrument PIEC et son cadre légal. Merci beaucoup, Loane. Donc, l'idée de ces slides, c'était simplement de vous redonner quelques éléments replacer, on va dire, cet appel à projet dans son contexte global, qui est celui de l'instrument PIEC, que certains d'entre vous connaissez certainement déjà bien. Mais voilà, pour simplement vous présenter ce que c'est qu'un projet important d'intérêt européen commun. Donc, le PIEC, c'est un instrument d'aide d'État, comme on le disait tout à l'heure, qui vise à promouvoir l'innovation dans des domaines industriels stratégiques et d'avenir au travers d'investissements publics et privés massifs par le biais de projets européens transnationaux qui impliquent au moins 4 États membres. Donc, ce n'est pas un programme de financement de l'UE, bien que les projets qui sont soutenus dans le cadre de PIEC puissent bénéficier de cofinancement via des fonds européens, mais il s'agit bien donc d'aides d'État, de soutien public qui sont octroyés directement par les États membres via leurs budgets nationaux. Ce sont donc nécessairement des projets donc, de très grande envergure, puisqu'ils visent à structurer des chaînes de valeur et qui impliquent donc une collaboration renforcée des partenaires sélectionnés par les États membres. On distingue en réalité donc deux types de PIEC, les PIEC donc dits infrastructures et également d'autre part les PIEC de R&D et de premier déploiement industriel.
Donc un projet de PIEC infrastructure, ça peut être un projet d'investissement unique qui est porté et financé par plusieurs États membres, comme le pont de Malmö qui a été financé par la Suède et le Danemark, qui est un peu un exemple emblématique. Ou ça peut être un projet intégré. Alors là, projet intégré, ça peut être à la fois la R&D, FID, mais aussi un projet d'infrastructure. Donc un projet intégré, en fait, c'est une somme de projets individuels qui sont intégrés dans un programme, dans une feuille de route conjointe. Donc on a eu un certain nombre de PIEC qui existent déjà, PIEC nanoélectronique, plusieurs PIEC en matière de batterie, d'hydrogène, etc. Les PIEC donc, sont en principe ouverts à tous les secteurs, ils peuvent être multisectoriels. Leur champ d'application est simplement limité par quelques exclusions générales. Alors, il en manque une première qui est que, évidemment, sont exclues les entreprises qui sont en difficulté au sens de la réglementation européenne. Sont également exclues les entreprises qui sont sous le coup d'une injonction de récupération d'une aide qui a été déclarée illégale et incompatible par la Commission européenne. Et sont également exclues toutes les aides qui sont susceptibles d'entraîner une violation d'une autre disposition du droit de l'Union européenne et qui par conséquent ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Les PIEC, comme leur nom l'indique, répondent à des objectifs d'intérêt commun. Je le disais, ils peuvent revêtir différents types, accroître la recherche, le développement et l'innovation et créer des retombées significatives sur le marché, permettre des premiers déploiements industriels, donc ce qui implique la mise au point d'un nouveau produit ou service ou d'un nouveau processus innovant, durer la phase de montée en charge de la production. Donc la phase de FID, on est bien donc sur une phase qui est située avant la production de masse et qui doit elle-même créer des retombées significatives sur le marché unique. Et on a donc une autre typologie de PIEC, mais qui n'est pas concernée dans le cadre du PIEC AST, mais qui sont donc, la possibilité d'aider aussi des projets d'infrastructure dans des secteurs comme l'énergie, les transports, l'environnement, le numérique, la santé. Et donc qu'on peut soutenir jusqu'à ce qu'ils deviennent pleinement opérationnels. En ce qui concerne donc les critères du PIEC, donc ça reprend un peu donc les critères d'appréciation de la Commission européenne, donc tels qu'ils sont prévus par sa communication PIEC. Tout d'abord, un PIEC, donc en tout cas un projet PIEC doit contribuer de manière claire, concrète et identifiable à un objectif de l'Union européenne. Là aussi, ça peut s'inscrire dans une feuille de route ou dans une initiative de la Commission. C'est un projet qui doit donc associer plusieurs États membres. On a donc un quorum qui est fixé au nombre de 4 États membres minimum. C'est un projet qui doit venir cibler et permettre de surmonter des défaillances de marché ou des problématiques systémiques importantes quand l'absence d'aide, le marché ne pourrait pas surmonter seul. Le projet doit être intégré, donc en fait c'est un groupe de projets dans les différents États membres qui sont insérés dans cette structure, feuille de route ou programme commun et qui visent le même objectif et se fondent sur une approche systémique cohérente. Et donc les composantes individuelles du projet doivent être intégrées, doivent être complémentaires et apporter une valeur ajoutée importante à la réalisation de l'objectif européen. Les bénéfices qui sont générés par le projet doivent trouver une pertinence et une application plus large dans l'économie ou la société européenne sous forme de retombées positives. Vous entendrez pour les participants directs beaucoup parler de la notion de spillover, qui est un critère extrêmement important dans le cadre des PIEC où la Commission a des exigences assez importantes. Le projet doit être cofinancé par l'entreprise, donc il n'est pas possible de financer à 100% les coûts du projet. Et j'ai vu que dans le chat, il y a déjà une question sur la base moyenne de taux de financement, donc on pourra y répondre dans la session questions-réponses. Je l'évoquais aussi tout à l'heure, on a toujours la possibilité, donc dans les limites des plafonds qui sont fixés par la réglementation européenne, de permettre des possibilités de cofinancement par des fonds européens, donc sous réserve en respectant les règles de cumul et en s'assurant qu'il n'y ait pas de surcompensation des projets. Les projets doivent également être compatibles avec le principe de favoriser la suppression progressive des subventions préjudiciables à l'environnement. Donc aussi, vous aurez également une grille DNSH à remplir pour justifier que vous ne contrevenez pas à ce principe de do no significant harm. Et enfin, donc l'examen de la Commission va se baser sur une mise en balance en réalité des effets positifs de l'aide et des potentiels effets négatifs de l'aide en
termes de distorsion de la concurrence et des incidences sur les échanges entre États membres. Et c'est ça qui va lui permettre donc d'adopter une décision positive en ce qui concerne le projet si la balance évidemment en faveur est positive. Voilà, merci. Donc, du coup, on peut passer sur tout ce qui est la partie funding gap et plan d'affaires, qui est donc une partie importante aussi sur les PIEC. Donc déjà, on va expliquer un peu la différence entre le funding gap final et préliminaire, parce que c'est une nouveauté par rapport aux PIEC précédents. La commission a préparé un template préliminaire qu'on a aussi décidé de reprendre côté français. Et donc en fait, l'idée du funding gap préliminaire, c'est vraiment une version simplifiée pour faciliter la vie notamment des PME et ceux qui disposent de versions de ressources limitées. Et c'est plutôt destiné dans le cadre de cette AAP pour les partenaires associés, pour faciliter la procédure et pour être moins coûteux en termes de temps. Dans ce funding gap préliminaire, ce que vous allez avoir besoin de calculer, de remplir, c'est les coûts totaux par poste de dépense, donc ce qu'on a déjà énoncé, les études de faisabilité, les amortissements, vous allez avoir les coûts de matériel. Donc c'est par poste de dépense, mais aussi par phase, donc R&D, FID. Mais là, on va vraiment parler que des totaux sur l'ensemble du projet. On va avoir aussi les revenus totaux du projet, mais pas la chronique, contrairement au funding gap complet. Ensuite, il va avoir tous les paramètres qu'on va utiliser, donc je pense notamment au WACC, la terminal value, qui vont être aussi remplis dans le funding gap préliminaire. Et il y aura la chronique des cash flows, donc ça c'est sur l'entièreté du projet, chaque année combien de cash flow est perçu par le projet, et aussi la chronique de l'aide demandée. Dans le cas de ce qui est important, c'est pour les partenaires directs, on encourage fortement de remplir les FJQ finaux dès l'AP, comme Loan l'a précédemment dit. En fait, pour nous, parce qu'en fait, ça va nous permettre surtout d'accélérer l'instruction et notamment avant la pré-notification. Ça va faciliter notre travail et c'est surtout ces templates finaux, ce FGQ final qui sera envoyé à la commission. Donc, on préfère le faire dès à présent dès le AP pour gagner du temps, pour aussi permettre, en fait, nous, quand on va faire l'instruction, on va vous poser des questions, demander de justifier certains paramètres, et avec ça va permettre en fait de limiter les questions ensuite de la Commission européenne si on fait ce travail dès l'amont. Donc il y a quand même un gain de temps, c'est un des principaux arguments à utiliser plutôt le FGQ standard. Ça permet aussi d'éviter de passer d'un FGQ simplifié à un FGQ standard qui est en cours de donc déjà il y a un certain coût, et surtout ça pourrait aussi changer la demande d'aide alors que c'est plus simple de discuter sur un standard et plus complet. Et ça nous permettra aussi d'être prêt le plus tôt possible vu la timeline un peu serrée qu'on a avant la pré-notification. Donc c'est pour ça qu'on incite fortement les partenaires directs à utiliser le FGQ final. Ensuite, si on regarde un peu plus en détail le FGQ questionnaire, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce FGQ en termes de dépenses? Il y a donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a les dépenses éligibles sur les phases de R&D et sur les phases de FID, mais il y a aussi les dépenses liées à la production de masse. Ils ne sont pas éligibles, mais on les demande quand même, puisqu'après on va faire la chronique des cash flows et va avoir aussi tous les revenus, donc il faut vraiment qu'on ait l'entièreté de toutes les phases du projet. On va regarder aussi toutes les recettes associées au projet, donc les ventes, les revenus en termes de volume. Ce qui est important, c'est que ce soit basé sur des estimations crédibles, notamment qui intègrent des études de marché. On va aussi regarder la durée du projet, les amortissements. On va essayer de regarder tout cela. On va aussi regarder donc tout ce qui est WACC. Et donc l'actualisation du FGQ se fait au taux WACC de l'entreprise, sans prime de risque additionnel lié au projet. Donc ça, c'est important, c'est vraiment le WACC de l'entreprise et non le WACC du projet. Et il y a un mécanisme de clawback qui est prévu lorsque le projet est plus rentable que ce qui était prévu. Donc ça, c'est obligatoire, c'est demandé par la commission pour les partenaires directs. Et donc, afin d'assurer la proportionnalité de l'aide. Donc, si on regarde le template qui vous a été fourni dans l'AAP,
Donc, il y a un onglet principal qui est le scénario factuel, et donc il y a plein de sous-onglets qui vous permettent en fait d'étayer, d'ajouter toutes vos hypothèses et de détailler tout ce qui est les coûts, les revenus, le WACC, les dépréciations. Donc, chacun de ces onglets, il va falloir rentrer un certain nombre de paramètres, rentrer vos hypothèses, expliquer vos hypothèses, qui peuvent être aussi expliquées aussi à l'écrit via le portfolio. Et ça va alimenter le scénario factuel, l'onglet principal. Petit aparté aussi, c'est dans le Funding Gap, la commission donc, et le modèle et les autorités françaises, en fait, il y a des cellules qui sont bloquées parce qu'il y a des formules, en fait. Pour pas que vous le remplissiez, c'est les formules, toutes les formules en jaune dans le modèle, dans le template que vous avez reçu. Donc ça, c'est important. De toute façon, vous pouvez pas modifier, mais c'est tout à fait. Donc en fait, ce qu'il va falloir vous regarder, c'est toutes les formules grisées. Et c'est là où vous allez pouvoir rentrer vos paramètres. Donc c'est tout à fait normal si vous avez des messages d'erreur quand vous essayez d'entrer des paramètres dans certaines cellules. Si elles sont jaunes, c'est-à-dire qu'il y a des cellules, des formules et que vous ne pouvez pas y toucher. Voilà, et donc ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a regardé tous ces paramètres, à la fin, il va y avoir une vanne qui est le déficit de rentabilité du projet, et ça va nous permettre de regarder le besoin d'aide. On va déterminer l'aide notamment. Et donc, peut-être pour résumer un peu le plan d'affaires, qu'est-ce qu'on va regarder? J'en ai déjà un peu parlé, mais ce qu'on va regarder, c'est les durées des projets, le séquencement des phases. On va aussi on va essayer de vous regarder et de discuter de vos hypothèses ensemble si on identifie des problèmes, notamment sur le WACC, la terminal value qui est à quoi correspond en fait à la fin du projet, à combien vaut votre projet, est-ce que vous allez continuer à créer des revenus dans le futur ou est-ce que vous allez liquider une partie des assets et donc voir combien ça fait au-delà de la période de projection. On va aussi regarder vos coûts, on va voir vos estimations de coûts, est-ce que ça nous paraît crédible, est-ce que ils sont justifiés. Et on va regarder aussi, comme je vous ai dit, tout ce qui est revenu, et donc c'est la taille du marché, l'estimation, sont-ils optimistes, sont-elles trop pessimistes. On va essayer. L'important pour vous, en fait, c'est de bien justifier, notamment dans le portfolio, avec des documents internes, notamment des études de marché qui démontrent vos hypothèses, qu'elles sont pertinentes et qu'elles sont justes. Et donc nous, on va vraiment regarder ça en détail et vous poser des questions éventuellement si on détecte, si on a des questions ou des besoins de précision. On va aussi regarder aussi évidemment si quand est-ce que votre projet va être rentable, est-ce qu'il est risqué, etc. Donc ça, c'est une analyse financière classique. Donc voilà, c'est tous un peu les principaux principes on va dire d'analyse qu'on va appliquer dans le cas de ce PIEC. Et on va pouvoir passer finalement au FAQ et au Q&A si vous avez des questions. Je laisse Loane reprendre la main. Oui, merci beaucoup Thomas, Alice. Donc effectivement sur la question du taux de financement, donc comme c'était précisé, donc ça sera au cas par cas, mais en fonction du cadre déjà d'aide qui sera retenu, donc soit PIEC, soit cadre autorisé par la commission, donc RGEC principalement, il y a des taux maximaux d'aide qui existent. Et donc plus globalement, donc on sera pas sur des taux d'aide à 100% de financement pour des projets, ça c'est pas réaliste. Je pense qu'en moyenne, on peut dire qu'on se trouvera plutôt dans une fourchette à l'échelle du projet, parce qu'ensuite ça dépend des typologies de dépenses, mais entre 20 et 40, 50% de financement. Ensuite, sur la durée attendue des projets, donc c'est le cadre de ce PIEC, c'est 27-2032. Après, c'est envisageable de faire plus court, mais pas plus long, en tout cas. Donc sur les assiettes de dépenses qui sont indiquées. Là, l'idée de cette AEP, c'est bien d'aller accompagner les projets qui sont soit partenaires associés, soit partenaires directs,
participants directs. Donc c'est pour ça qu'on a mis une base indicative à au moins 40 millions de dépenses éligibles. Après, c'est indicatif encore une fois, donc c'est pas un critère d'éligibilité qui serait de manière binaire un go no go sur l'instruction du projet. Par contre, l'idée c'est quand même d'aller chercher des projets qui ont une ambition assez significative, et donc les projets qui sont beaucoup plus petits que ces assiettes qu'on propose, il faut qu'ils se posent potentiellement la question de se rattacher à un projet d'un partenaire associé ou d'un participant direct en tant que partenaire indirect. Je continue à défiler. Peut-être sur le WACC, Thomas, si tu veux répondre. Tout à fait. Donc sur le WACC, quel est le taux moyen des entreprises dont les projets ont été acceptés? Donc si vous parlez du PIEK-AST, on n'a pas ces données de côté allemand, mais de toute façon, même si on les avait, je pense pas qu'on pourrait vous les communiquer. Par contre, la commission, en fait, elle utilise un référentiel, elle l'indique notamment très bien si vous regardez le funding gap préliminaire, où elle dit carrément, elle vous donne le lien vers son benchmark. C'est généralement, et en fait, elle utilise le site d'un professeur de finance Damodaran, qui en fait vous donne une répartition du WACC moyen par secteur et qui peut vous aider comme un benchmark en fait pour savoir à peu près le WACC moyen. C'est-à-dire si vous voulez pas utiliser, si vous ne pouvez pas estimer votre propre WACC de l'entreprise, bah, vous pouvez utiliser ce benchmark. Et ça, on sait que la commission l'utilise et donc vous avez le lien dans le funding gap préliminaire. Directement, vous pouvez le chercher dans la cellule 68. Donc là, vous avez un lien direct. Tout ce qui est WACC. Merci. Et peut-être, vas-y. Peut-être sur les partenaires associés, oui, vous pouvez faire le funding gap préliminaire. Donc ils sont aussi concernés par le funding gap, mais du côté. Non, non, dans le cadre du PIEC, là, on a prévu juste le project portfolio sur les partenaires associés, mais qui emporte en fait toute une partie effectivement dans le project portfolio sur les revenus, les perspectives commerciales, les types de coûts dans un niveau assez détaillé quand même. Donc voilà. Okay. Donc juste pour résumer, partenaire direct, funding gap et project portfolio en format final, sauf dérogation parce que impossibilité compte tenu des ressources de le faire dans le temps imparti. Et pour les partenaires associés, project portfolio. Sur la langue dans laquelle les dossiers doivent être soumis, donc les project portfolio sont en anglais, donc je pense il faut les rédiger en anglais vos réponses parce que ce sera ensuite prénotifié pour les partenaires directs en anglais auprès des services de la commission. Donc ne perdons pas de temps à faire la traduction. Par contre, sur les formats description des projets, donc en PPT et en format Word, c'est en français. J'avais juste une question sur pourquoi les seuils d'investissement minimaux ont été définis. Donc comme je le disais encore une fois, c'est indicatif, donc c'est pour en fait aussi que les projets et leur taille soient compatibles avec l'outil PIEC pour ces deux types de statuts de participation qui sont quand même sur des vrais projets en propre avec des roadmaps. Et là, tout simplement, c'est calé aussi sur les obligations à niveau européen à partir desquelles il faut prénotifier, notamment pour le seuil de 150 millions d'euros de dépenses, et pas d'aide. Sur les participants indirects, comme je le disais pour l'instant, ça fera l'objet d'un dispositif et d'un process dédié plutôt d'ici la fin de l'année, parce que tout simplement, il y a une étape préliminaire qui est de sélectionner les projets avec donc des roadmaps en propre auxquels se grefferont des partenaires indirects. Donc, ce qu'on vous invite à faire pour ceux qui sont concernés par les statuts de participants directs et associés et qui postulent à cet appel à projet, c'est de commencer à signaler si vous avez déjà des collaborations avec des partenaires nationaux que vous voudriez mettre en place.
qui devront dans tous les cas être sélectionnés dans un processus formel par la suite. Donc, oui, donc sur les partenaires indirects, j'ai répondu. Pour un partenaire direct, le minimum requis en termes de collaboration, c'est à minima une collaboration transfrontalière, soit avec un DP, soit un AP. Et si le partenaire direct est une grande entreprise ou un organisme de recherche, il en faut une de plus avec un DP, donc avec un participant direct. Pour les partenaires indirects, la collaboration, donc nous, ce qu'on va aller venir sélectionner, c'est des projets de partenaires nationaux, puisque donc vous avez le droit en fait, je pense, de collaborer avec des partenaires indirects, mais là sous le contrôle d'Alix, qui sont aidés dans d'autres États. Par contre, nous, on va pas financer des partenaires indirects dans d'autres États, qui sont basés dans d'autres États. Ce qu'on va venir faire, c'est lancer un dispositif et sélectionner des partenaires indirects nationaux qui ont des collaborations avec des partenaires associés ou directs sélectionnés. Le matchmaking, du coup, dans la même logique, sera ouvert et est ouvert à niveau européen uniquement aux partenaires associés et aux partenaires directs. Et seuls les projets qui seront, qui auront déposé à l'AAP et qui auront passé une première phase de filtre auront accès à la plateforme de matchmaking européen. La question. Donc, pour la question sur le passage à l'échelle usine pour correspondre à l'enveloppe, je pense que l'idée, c'est que, nous, de notre côté, ce qu'on va aller regarder, c'est des projets qui ont à la fois une composante R&D et une composante premier déploiement industriel, avec donc des perspectives de poursuite sur le territoire national, sur le volet industrialisation, de manière préférentielle. Et donc, c'est les coûts de premier déploiement industriel qui pourront être considérés éligibles dans le cadre des financements qu'on octroiera. Je suis pas sûre que ça réponde entièrement à la question et je suis pas sûre de l'avoir entièrement comprise non plus. Sur le fait d'être partenaire indirect d'un projet d'un autre État, principalement là quand même ce qu'on va aller sélectionner en premier lieu, c'est les partenaires indirects des projets financés à niveau national. Donc c'est ça qu'on va aller sélectionner et soutenir. Et l'enregistrement sera diffusé probablement sur la page web, où le webinaire était accessible, la page événements, et c'est sur le site de la DGE, et on verra comment on le diffuse aussi auprès de l'écosystème, en plus de cet accès en ligne direct. Je vois pas d'autres questions à ce stade. Et donc, on a un peu dépassé, mais on peut en prendre une ou deux encore si besoin. Sinon, effectivement, comme je le disais, n'hésitez pas à vous tourner vers les ressources, les points de contact qui sont indiqués sur le site de la BPI et de l'APEL, si vous avez d'autres questions. Je patiente parce que je vois des questions. Oui, donc la période, c'est 2027 à 32, pas 32 compris.
Donc, c'est la même durée que le PIEC actuel, 5 ans. Et il faut le compter comme ça. Oui, en effet, les projets peuvent démarrer début 27. Là encore, sous le contrôle d'Alix et Thomas, mais généralement, c'est possible de commencer les projets en cours de process, notamment justement parce que niveau contractualisation, etc., ça peut prendre du temps. Là aussi, sous contrôle de BPI France qui avait suivi ça pour le PIEC MECT. Ça, la date d'éligibilité, c'est la date du dépôt de dossier complet. Donc ça peut être effectivement début 2027. Il faut simplement garder en tête que pour les projets qui sont soumis à une autorisation préalable de la commission, si vous démarrez les projets avant que la commission n'ait rendu sa décision, c'est évidemment à vos risques et périls, puisqu'on ne peut pas garantir une décision positive de la commission. Et compléter identiquement côté BPI. Effectivement, on pourra prendre en compte les dépenses rétroactives une fois le contrat signé, mais le contrat ne sera pas signé au 1er janvier 2027. Ça, c'est certain. Merci. Pour les partenaires indirects, en fait, ça, c'est vraiment une décision à niveau européen parce que là, on est globalement dans la phase de sélection des partenaires associés et des partenaires directs, des participants directs au PIEC. Je pense que la question pour les partenaires indirects se posera peut-être de manière ultérieure aussi de la même façon. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on regarde à niveau national pour avoir des actions dédiées nationales pour favoriser les collaborations. En fait, il y a des États qui décident de ne pas du tout financer de partenaires indirects. Donc, il n'y a pas de démarche mise en place à niveau européen sur ce volet-là. Nous, on s'interdit pas côté État français à mettre en place des actions pour faciliter les collaborations entre les participants et partenaires associés nationaux et les partenaires indirects potentiels avec lesquels ils pourraient créer des collaborations. Donc, ouais, sur les organismes de recherche, labo, c'est en tant que partenaire associé, vous avez le droit de postuler. Participant direct, c'est uniquement pour les statuts entreprises. Et ensuite, en fonction du type de projet, donc généralement, c'est plutôt en tant que partenaire indirect qu'on a des collaborations et un soutien à des organismes de recherche laboratoire. Mais rien ne vous empêche dans le statut de partenaires associés de postuler. Et concernant les obligations de collaboration, c'est strict, hein, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui fait partie du cadre PIEC. Nous, donc il y a à la fois cette plateforme de matchmaking européen qui permet d'aller chercher des partenaires et nous aussi, on est à disposition côté État pour vous soutenir autant que faire se peut sur ce volet collaboration. Par contre, c'est une obligation stricte dans les modalités qu'on a décrites à plusieurs reprises là et qui sont aussi détaillées dans les documents de l'appel. Donc, je pense qu'on arrive au terme du webinaire. Merci à toutes et tous pour votre participation et également aux équipes côté BPI France et côté SDAUI DGE. Donc, on vous invite encore une fois à ne pas hésiter, vu le timing serré, à solliciter les contacts en cas de questions, de doutes. Et on vous souhaite quand même un bel été, malgré effectivement ces devoirs de vacances dont on sait que ça va vous demander une mobilisation. Merci à tous.